Oui, peut-être en septembre 40. Il fallait rendre des armes. Alors mon père avait mis les fusils et puis quelques pistolets anciens dans la mare. Et quand on est revenu en 45, ils ont vidé la mare. Et comme il y avait de la vase, ça n'avait pas bougé du tout. Je ne savais pas ça. Comment, il réquisitionnait des hommes pour planter des grands poteaux, les asperges à Rommel qu'ils appelaient ça. Ils plantaient ça entre If et Fleury. Alors il y en avait qui, c'est mon beau-frère qui m'avait raconté ça, qui faisaient des trous, mais qui bien plus profonds qu'il ne fallait. Alors les Allemands venaient les trouver, c'était pour se ficher des Allemands, ils faisaient des trous d'une profondeur. On ne les voyait plus, ils paraient dans les trous. Et ça, je m'en rappelle bien parce que je crois que papa avait été réquisitionné, mais il n'y avait pas été, il avait trouvé quelqu'un. Et puis il fallait aller monter la garde sur la voie aussi. Hein. C'était chacun son tour. Hein. Sur la voie où ça? La voie ferrée, des hauts fourneaux. Ah oui. Oui. Oui, parce qu'elle passait derrière. Oui. Entre Saulnier et Hubert-Folly. D'accord. On avait pas mal de tickets. Et ce qu'il y a, c'était joli d'avoir des tickets, mais on était quand même rationné. Il fallait que vous aviez le droit à 30 grammes par jour, hein, pas plus. Hein. Alors on pouvait avoir des tickets, mais enfin, il y avait des tickets pour tout, hein. Même pour les graines. Par exemple, un truc qui était important, c'était pour les graines. Et je me souviens de voir le voisin de notre maison, quelquefois qui échangeait 20 haricots contre 20 haricots de mon père. Parce que c'était pas les mêmes sortes. Il y avait de la princesse ou du coco ou des machins comme ça, quoi. Et il y avait ça qui jouait. Au point de vue rationnement, on avait tout un tas de tickets, on ne pouvait pas avoir autre chose. Hein. Et on faisait la queue souvent dans les magasins, les boulangeries, les boucheries. Le matin de bonne heure, ma sœur allait sur le coup de 5 heures du matin faire la queue. Quand il était l'heure qu'elle aille à l'école, c'est moi qui la remplaçais. Et quand c'était l'heure pour moi d'aller à l'école, c'est ma mère qui remplaçait. Et quand elle arrivait pour avoir un bout de viande, on lui disait « Mais il n'y en a plus, ma pauvre dame ».
Enfin, nous, dans les quartiers ouvriers, là, autour de Caen, on n'avait pas de blé ni rien du tout, on n'avait rien pour manger. Donc, il nous fallait quelquefois aller faire de la glane dans les champs. Soit récupérer quelques billes de pommes de terre, parce qu'il y avait pas de grosses, les grosses étaient parties, ou alors quelques épis de blé, des épis d'avoine, des épis d'orge. Et une fois qu'on avait fait notre récolte, parce qu'il fallait attendre l'autorisation, hein, on n'était pas les seuls d'ailleurs. Une fois qu'on avait fait notre récolte, eh ben, on prenait une couverture qu'on mettait par terre, on prenait notre vélo qu'on retournait, on pédalait pour faire tourner la roue arrière, et dans la roue arrière, on mettait les épis de blé dedans pour battre le grain. Ah, on n'avait pas de moyens, ça nous évitait de ramener de la paille à la maison, quoi. Et on battait tout ça, puis après on retournait le vélo, on prenait la couverture et on s'en allait à la maison avec tout ça. Et avec ça, ben, on bricolait ce qu'on pouvait faire, hein. Souffler la balle, et puis mettre ça à sécher, puis passer le blé, les quelques kilos de blé, il n'y avait pas grand-chose, dans un moulin à café pour nous faire un peu de farine, qu'on faisait un espèce de pain qui avait des couleurs plutôt bizarres, parce qu'il y avait autant de son que de farine. Mais enfin, on n'avait rien, alors fallait manger, hein, fallait manger. Quelquefois, mon père nous avait ramené, comme ils étaient à la SNCF, des boules de pain allemand, là, pendant la guerre. Ça avait à peu près le même goût, hein. C'était sûr, c'était pas bon, mais enfin, quand on a faim, on mange ça. Et ça, sans beurre, c'est autre chose. Avec du beurre, ça aurait été, mais on n'avait pas de beurre, hein. Ah oui, c'était comme ça. Ah oui, dans les villes, on avait faim, hein. Moi, j'ai vu aller à l'école une fois, avec une botte de radis dans le ventre, hein. Ma mère, le midi, ben, il n'y avait rien à manger, il y avait des radis, ben, mange des radis, c'est tout, sans pain, sans rien du tout. Et ben, il y avait que ça, hein, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et ben, je vous assure qu'on ne courait pas tellement pendant les récréations, hein, parce qu'on avait faim, hein. Et on avait l'occasion quelquefois d'aller chercher un petit peu de ravitaillement dans de la famille à Torigny-sur-Vire. Donc on prenait le train à Caen, on allait jusqu'à Saint-Lô, et de Saint-Lô à Torigny, ça faisait 14 km à pied, pour aller chercher quelques œufs, quelques morceaux de pain et puis un peu de beurre. Et le problème étant qu'on rentrait avec le beurre, à la gare de Caen, il y avait la Gestapo qui était là. Et ils fouillaient tous les gens qui avaient des paquets pour voir ce qu'il y avait dedans. Et alors moi, ben, j'avais le kilo de beurre dans un petit sac avec une poupée dessus, quoi. Je mettais une poupée, je faisais ça à l'innocent. Et il y avait comme ça qu'on pouvait passer, quoi. Parce qu'il disait, c'est un gamin avec sa poupée, bon, il va passer. Et c'est moi qui ramenais le beurre. La guerre, la commune d'If, je ne sais plus si c'est tous les mois, a envoyé des colis aux prisonniers en Allemagne. Parce que ma grand-mère venait aider à faire les colis. Ah oui. Oui, Donc les gens venaient pour aider à faire les... Les colis pour envoyer aux prisonniers. C'est la commune qui payait, quoi. Oui, je ne sais pas comment ça se passait, mais je me rappelle, ma grand-mère y venait. Ouais, le ciel était couvert d'avions, hein.
Et là, pour revenir sur les batteries, là, ils sont venus 2 fois pour les faire sauter. La première fois, ils ont loupé. Mais la deuxième fois, je vais me dire que les 5, ils sont passés. Des avions. Et c'était des avions. Hein. Ouais. C'était oui, les batteries qui étaient planquées dans la haie, c'était des batteries allemandes qui tiraient donc sur la mer, je sais pas où ou ailleurs, mais c'était pas des petits morceaux. Là. Et quand ils ont été touchés, là, je m'en souviens, moi, il avait passé dans l'herbage à tes parents, et puis il était repassé dans l'herbage chez nous pour prendre la route. Là. On a eu les premières bombes dans la nuit du 5 au 6 juillet, qui sont tombées derrière le château à Yves-Bras. Alors tout le monde a élevé le bonheur. Et on a vu beaucoup de combats d'avions aussi. J'en ai même vu tomber en torche, plusieurs fois. Et il y a eu même des avions, c'était derrière la ferme à Madame Lamarre, qui tombaient en torche. Les aviateurs sautaient et les Allemands tiraient dessus. Hein. Alors ils étaient tués. Et une autre fois, une batterie qui était derrière Bras aussi, derrière Yves-Bras. Il y a eu des tués aussi, des tués allemands. Ils sont venus les amener à la maison. Et ma grand-mère voulait cueillir les fleurs dans son jardin parce qu'il venait plumer n'importe où. Il lui a répondu « Demain, madame, peut-être vous capoute ». Et bien alors, bon, ils ont pris les fleurs, puis ils sont partis avec les Allemands. Alors, la première fois qu'on a entendu ce qu'on appelle les orgues à Staline qu'on tirait, c'était un bruit épouvantable. Nous, on était à l'intérieur de la maison, on s'est caché sous la table, on ne savait pas où se mettre. On avait un ouvrier qui se trouvait dans un grenier, et pourtant il avait fait la guerre de 14, et il était tellement pris de trouille, il croyait que c'était la fin du monde qui y arrivait, et tellement que ça faisait de bruit, et à chaque fois que ça tirait, on ne savait pas où se mettre, on se cachait. Oui. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père qui avait fait la guerre 14 me disait « Je ne te le souhaite pas, mais tu verras bien qu'on ne peut pas confondre le bruit d'un obus qui part et le bruit d'un obus qui arrive. » Et effectivement, on a appris très très vite le boom qui signalait qu'un canon avait tiré, et puis quelques secondes après, le sifflement et éventuellement le bruit de l'explosion. Suivant par où venait le bruit, tu savais si c'était la mer, donc les Anglais qui débarquaient, ou les Allemands qui tiraient par derrière. C'était pas exactement les mêmes. Hein. Mais enfin, je te dis, ça faisait quand même du bruit. Et on reconnaissait pas le type de canon, parce qu'on ne pouvait pas les connaître à ce moment-là, mais la quantité de salves qu'ils voulaient faire. On entendait tous les coups de canon qui partaient. Et après, ça nous tombait dessus, quoi, tous les coups. Et là, on comptait les morceaux qui étaient par terre. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Lorsque les Alliés tiraient sur les troupes d'occupation, eh bien, quand les obus arrivaient, qu'on entendait siffler, on savait que c'était pas pour nous. Oui, comme disait Pierre tout à l'heure, il y a eu une grosse vague d'avions qui est passée sur Caen pour le bombardement, ils ont bombardé Caen au phosphore et on voyait ça descendre, c'était affreux. Hein. C'était comme des flammes qui descendaient au ralenti sur la ville. Ce qui était installé là, pas bien loin du cimetière, là, il y avait des anciennes herbages à M. Vautier, là, des trucs qui envoyaient des obus sur la mer, des obus, je ne sais pas, mais ça partait par 3, 4, 500 comme ça. Hein? C'était les orgues à Staline. Ah ouais, ils étaient pas loin, là, tu te rappelles pas, toi? Ah oui, mais derrière. Ouais. Alors, la première fois qu'on a entendu ce qu'on appelle les orgues à Staline qu'on tirait, c'était un bruit épouvantable. Nous, on était à l'intérieur de la maison, on s'est caché sous la table, on ne savait pas où se mettre. On avait un ouvrier qui se trouvait dans un grenier, et pourtant il avait fait la guerre de 14, et il était tellement pris de trouille, il croyait que c'était la fin du monde qui y arrivait, et tellement que ça faisait de bruit, et à chaque fois que ça tirait,
on ne savait pas où se mettre, on se cachait. Et un jour, un avion, ces avions qui ont deux fuselages et qui volent très très bas, est arrivé à très basse altitude. J'ai eu l'impression qu'il suivait la rue Aristide Briand et passait devant ma chambre. Par la fenêtre, j'ai vu la silhouette du pilote. Et cet avion mitraillé. Le lendemain, nous avons appris que des artilleurs allemands avaient été tués. Oui, entre Yves et Bras, avant qu'on parte, c'était avant le 11 juillet, il y a un pilote d'avion il y a un avion qui a été touché, le pilote a sauté, il est tombé entre la route de Falaise et Bras. Et il y a un avion anglais qui est atterri et qui a repris le pilote. Ah oui. Et il a réussi à redécoller. Oui, oui. Alors les Allemands, aussitôt qu'ils avaient vu ça, ils montaient tous dans leur sidecar et puis ils demandaient à la population, avez-vous vu? Personne n'avait rien vu. Et l'avion qui a récupéré le pilote, il était entouré par d'autres avions. Des abris avaient été creusés par les particuliers et aussi dans les centres. J'étais apprenti à Mondeville, nous avions un abri et dès que les sirènes, dont on n'oubliera pas le bruit, sonnaient l'alerte, nous nous réfugions dans les abris. Oui, on a vécu, c'était la nuit qu'on allait coucher dans l'abri, c'est tout. Mais un dimanche, il y a un obus de marine qui est tombé dans la cour. On était juste à l'entrée de l'abri, mais ça nous a fait une grosse secousse. Et il y avait 2 chevaux sous un gars, ils ont été tués. Nous, on était jeunes, on n'avait pas peur. Hein. Non. C'était les parents qui avaient peur. Et vous pouviez tenir à combien dans un abri alors? Oh, une dizaine, parce que ma grand-mère, jamais n'a voulu y venir. Ah oui. Il y en avait d'autres qui couchaient sous la table, aussi dans la maison. Parce que vous y dormiez tous les soirs. Ah oui. Et sinon, dormir sous la table, ça suffisait pour être protégé. Ben, je sais pas. Eh ben oui, ben, je te dis. Oh, oui. Quand on est parti, on était 17, je crois. 17 ou 19. La maison a été détruite chez nous par rapport au tir des Alliés sur les occupants. La maison a été détruite, alors on logeait moitié de la famille, on était 5, moitié chez M. Rosette et moitié chez M. la personne. Parce qu'il n'y avait plus de maison, quoi. Le 11 juillet, nous sommes sortis de l'abri parce qu'il fallait bien faire un peu de toilette. Et puis, c'était une petite ferme, donc il fallait traire. Et un obus est tombé. Il a brisé la mâchoire de mon grand-père. Mon grand-père, à l'époque, avait 65-66 ans. Mes parents lui ont confectionné un pansement d'urgence avec du coton et un torchon, un peu comme on décore les œufs quelquefois. Et ensuite, nous l'avons confié à ces bénévoles qui soignaient les gens avec peu de moyens et souvent au péril de leur vie. Et c'était des gens qui n'étaient pas préparés à ça. L'un d'eux était un chef d'entreprise d'Yves d'ailleurs, bien connu. Et ensuite, nous nous sommes séparés, puisqu'il a fallu que nous quittions Yves le 17 juillet pour prendre le chemin de l'Exode. Et nous avons retrouvé le grand-père, heureusement guéri, à l'hôpital de Giel, près de l'endroit où nous étions réfugiés. Alors le bruit des obus qui arrivaient, quand le monsieur disait que quand ils arrivaient sur eux, à côté d'eux, ça sifflait. Moi j'en ai eu un qui m'est tombé presque aux pieds. Je vous assure qu'il n'a pas sifflé celui-là, je n'ai pas entendu siffler, malheureusement. Et vous pouvez voir, il y a une blessure ici. C'est un éclat d'obus, un obus que je n'ai pas entendu, parce que ceux qui sifflaient, on les entendait, et c'était pas pour nous. Celui-là, je ne l'ai pas entendu, il est tombé à
pour quelques mètres de moi quand même. Alors que j'étais en train de voler des carottes chez un voisin, quoi. Ben oui, il fallait bien se servir. Pendant la guerre, on n'avait rien. Hein. Et une chance, il est tombé un petit peu dans une partie molle, c'était une fumière. Alors bon, ben, ça m'a quand même couvert un petit peu. Moi, je suis sorti camouflé avec le purin et puis le fumier. Mais enfin, c'était pas grave. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais blessé. C'est quand je suis rentré chez moi, ma mère me dit « T'as rien ?» Ben, j'étais tout sale, forcément. J'avais pas ramené de carottes. Hein. J'avais oublié les carottes. Et quand je suis revenu, alors ma mère me dit « Mais t'as rien ?» Ben, j'ai dit « Non. » Ben, elle me dit « Il n'est pas tombé loin. » J'ai dit « Non, il n'est pas tombé loin. » Puis d'un seul coup, il me dit « Mais il y a du sang à côté de tes pieds. » Ben, j'ai pas touché. Puis c'était là que j'ai été coupé. Une chance. Ça n'a pas été plus loin. On a eu les premières bombes dans la nuit du 5 au 6 juillet, qui sont tombées derrière le château à Yves-Bras. Alors tout le monde a été levé de bonne heure. Et on a vu beaucoup de combats d'avions aussi. J'en ai même vu tomber en torche, plusieurs fois. Et il y a eu même des avions, c'était derrière la ferme à Madame Lamarre, qui tombaient en torche. Les aviateurs sautaient et les Allemands tiraient dessus. Hein. Alors ils étaient tués. Et une autre fois, une batterie qui était derrière Bras aussi, derrière Yves-Bras. Il y a eu des tués aussi, des tués allemands. Ils sont venus les amener à la maison et ma grand-mère voulait cueillir les fleurs dans son jardin parce qu'il venait plumer n'importe où. Il lui a répondu « Demain, madame, peut-être vous capoute ». Les bombardements juifs, c'était surtout l'artillerie alliée qui tirait. Parce que derrière la ferme de mes parents, il y avait la ferme de M. Villot à côté et il y avait une batterie allemande qui tirait sur Carpiquet. Et quand Carpiquet répondait, ben, c'était la maison qui a été détruite. Et le village, nous, on a été évacués le 13 juillet parce qu'à 11h, il fallait avoir quitté le pays. Notre père avait mis une cage sous la carriole et dedans, ben, il avait mis des poules, des lapins, des canards pour qu'on ait à manger en cours de route. Et c'est avant Saint-Sylvain qu'il y a une Jeep allemande qui nous est rentrée dans la voiture, dans la carriole. Alors, tout sur la route. Même moi, j'étais gamine. Et avec, je ne sais plus qu'est-ce qui était avec moi. Il y avait ma grand-mère, une autre personne âgée. On était tombés tous sur la route. Et puis après, donc on a laissé la carriole. Hein, et on est reparti, je ne sais plus si c'était avec la vache. Je ne sais plus. Oui. Mais moi, je me souviens pas avoir une direction vraiment indiquée. On devait quitter, mais on n'avait pas de direction vraiment. Non. Et comme vous dites que vous êtes resté dans la poche de Chambois, nous, enfin, mes parents, moi je me rappelle, on est allés sur Écouché, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait on est atterri nous, juste au bord du Maine-et-Loire, on a descendu loin. Je crois que c'est Grès-en-Boire, je ne sais pas si. On n'avait absolument rien, c'était de l'eau avec un peu d'eau de javel, quand on peut en avoir. Et alors cette plaie-là, qui m'a suivi pendant l'exode, forcément. Et un soir, en rentrant, en arrivant à un emplacement, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on était, pas loin de la Mayenne, ma mère m'a dit « Fais voir ton bras » parce qu'on n'avait pas de pansement. Et j'avais les asticots qui commençaient à casser la croûte. Et puis on a nettoyé ça avec et vous voyez, et j'ai toujours mon bras et la marque, mais je suis encore vivant. Nous, on était partis, c'est pareil, le 13 juillet au soir. Et avec, on avait des vélos, quoi. Avec des pneus, c'était des bouts de tuyaux.
Mais enfin, il fallait marcher comme ça. Hein. C'était des bouts de tuyaux. Et mon père, il avait une petite remorque qui était accrochée avec 2-3 bricoles là-dedans qu'on avait pu pris à la volée, quoi. Et le lendemain, c'était le 14 juillet, et il avait pris une casserole, qu'il avait mis la queue en l'air, et il avait un petit bout de ruban bleu, blanc, rouge qu'il avait accroché là, machin. Et il y a un Allemand qui a dit, il a fait ce signe-là, il avait l'air de dire, te fous pas de ma gueule, toi, c'est pas la peine. Enfin, une façon de parler, quoi. Et puis, bon, ben après, on est parti en couchant dans les talus, parce qu'on n'avait pas de moyenne souvent. On a couché souvent dans les talus. Et on est arrivé dans la Mayenne, dans un petit pays, où le maire nous a hébergés dans une pièce. Et le lendemain matin, il nous dit, ah ben, dites donc, faites attention, parce que les Américains, ils sont à 5 km là. Alors, ben, nous, on a pris nos vélos, puis on a été voir les Américains. Alors, ça a été un peu bizarre, c'est que quand on est arrivé sur la route, qu'on a vu tous les fusils qui étaient braqués sur nous, et les canons et tout ça, ils avaient l'air de dire, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ils sont fous. Et on a vu les Américains, leurs bonbons, chewing-gum, cigarettes et tout ça. Et puis, au bout d'une heure, ben, ils nous ont dit, faut pas rester là. Ben, nous, on est revenus avec les Allemands, tranquillement, comme ça. Et puis le lendemain matin, ben, les Américains ils étaient à la porte du petit bâtiment où on était. Et puis ça n'a pas duré longtemps, parce que là, les Américains sont venus là, et ils ont amené un camion, ils nous ont mis dedans, puis allez hop, on est parti, on ne savait même pas où on était, ils nous ont débarqué à Saint-Lô. Ils nous ont débarqué à Saint-Lô dans tout un tas de décombres, parce que Saint-Lô était au ras du sol. Et puis ils nous ont dit, allez hop, débrouillez-vous, vous êtes rentrés chez vous comme ça. C'est tout. Mais par contre, au débarquement quand même, nous on est partis le 11, que tu dis, mais il est resté André Blanc, il est resté 2 personnes quand même, le temps du débarquement. Et même, il nous a dit en revenant qu'il s'était enfermé dans un cochonnier. Ou un clapier, oui. Et puis il y avait qui c'est une autre femme avec, comment elle s'appelait? Adolphine, non? Adolphine, voilà. Ils sont restés à 2. Et donc, André Leblanc, là, quand les Anglais sont venus, ils l'ont pris pour un espion. Enfin, je ne sais pas où il est parti, mais il nous a dit qu'il avait eu très très peur que ça sera à refaire, il partirait comme tout le monde. À l'entrée de Bras, le terrain était haut, on voyait les chars qui se battaient sur le terrain de Carpiquet. Et il y a eu une jeune fille qui a eu le pied coupé. C'est tout ce qu'il y a eu comme blessé, jusqu'au 11 juillet. Hein. Alors, avec un officier, ils avaient parlementé, puis ils ont fait sortir les soldats pour qu'on puisse reprendre notre maison. Enfin, il n'en restait plus que la moitié, parce qu'il y avait un obus de marine qui était tombé dans le jardin et qui avait bouffé la moitié de la maison. Alors, bon, ben, on était là-dedans. Il n'y avait plus de volets, il n'y avait plus de toit. Moi, dans ma chambre, je voyais les étoiles la nuit. Ben, il n'y avait plus de couverture, il n'y avait plus rien. Mais on était chez nous, c'est une façon de parler. Et on a été comme ça un bout de temps, jusqu'à ce que ça soit reconstruit complètement. Après les premiers bombardements de Caen, les gens d'If, entre autres, ont accueilli des Canets réfugiés. Et nous-mêmes, nous avons été accueillis plus tard dans l'Orne, dans la Mayenne, etc. Bon. À propos de la vie qui reprend, elle reprend très vite.
les études ou la formation ont repris très vite. Moi, j'ai passé mon premier CAP en 1946, donc ça montre que finalement, le cursus n'avait pas été tellement interrompu. On avait, oui, des gens nous apportaient de la farine pour faire du pain pour eux, oui. Bah, sur tous les fermes, forcément. Hein, parce que, et on a fait aussi, c'était pendant la guerre, les gens apportaient de la farine aussi pour faire du pain pour les prisonniers. Alors chacun amenait son petit sac et on faisait du pain pour... chaque sac, c'était différent. Il y avait des farines blanches, des farines plus ou moins foncées, et les gens renvoyaient ce pain qui était fabriqué aux prisonniers. Comme ils n'avaient rien à manger. Alors ça c'était pendant l'occupation. Mais après, la farine, je pense que le moulin, comme le grand moulin qui est à côté du bassin Saint-Pierre, a dû refonctionner. Et on a eu de la farine comme ça. Et je ne me rappelle plus trop. Hein. Voilà. Il y avait une boucherie? Ah bah oui, il y avait un boucher qui était à Bras et qui venait dans des ruines qui étaient rue du Pain de Tournière, une maison qui était en ruine, et il restait un petit peu une pièce ou deux qui étaient à peu près habitables. Il venait avec sa voiture de Bras vendre de la viande une fois ou deux la semaine à If. Et je me rappelle, comme il n'y avait pas de pneus, il avait une Citroën B12, il roulait sur les jantes. Alors ça faisait un potin du diable. Il a eu ça pendant un bout de temps. Bien sûr, il y a eu des accidents dans les champs, oui. Mais il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Hein. Oh là, il y avait des bombes, des mines partout. Hein. Des tranchées qui étaient, je me rappelle, remplies d'obus à ailettes. Là. Oui. Et puis des tranchées qui étaient remplies d'obus. Là. Ah oui, oui. Même des grenades allemandes avec le manche en bois, les balancer comme ça. Sans les allumer, mais il n'y a pas bien des années qu'on n'en trouve plus. Hein. Même, chacun a repris un petit bout d'activité, a repris un petit peu d'activité pour reproduire du fourrage pour les animaux et tout. Hein. Pour s'amuser avec la poudre qu'on récupérait dans les obus. Il y avait des petits granulés, ça faisait des petits granulés, on mettait ça dans une boîte à mirror, c'était un petit bidon qui servait pour faire les cuivres. On faisait un petit trou dans le bas, au pied, on mettait de la poudre en bâton, parce qu'il y en avait aussi en bâton, on allumait ça, et puis ça sortait par le goulot du petit bouchon de mirror, ça faisait comme un feu d'artifice. Alors, on s'amusait avec ça, et puis même faire des dessins avec de la poudre et puis tout. Et même moi, une fois, c'était arrivé qu'un bout avait sauté, ça m'avait brûlé un peu les cheveux. Alors on s'était fait disputer par notre mère, là-dessus on n'a plus jamais joué avec la poudre. Il y avait le principe aussi des douilles d'obus, qu'on enlevait la pointe, qu'on mettait un fil de fer autour, un torchon, un clou sur le percuteur, on balançait ça en l'air. Quand ça retombait comme ça, et puis ça explosait. Même j'ai vu, on était petit, et à deux, on mettait le fusil sur l'épaule de l'autre. On allait dans les décors, si on croisait pas le fusil, les anciens ils nous disaient tiens bon, alors, ça tirait un coup sec. Ah oui, mais on aurait pu tuer n'importe qui. Hein. On tirait dans la plaine, mais c'était une chose, mais ça aurait pu y avoir quelqu'un devant, c'était bon. Alors souvent, comme c'était à côté du camp de prisonniers, là, il y avait les Anglais qui faisaient la ronde tout autour du camp. Et quand ils voyaient ça, peut-être dans le quart d'heure qui suivait, il y avait une chenillette anglaise qui s'amenait, allez hop, ils venaient nous récupérer tout le matériel. Puis ils nous engueulaient, mais ils parlaient anglais, alors on ne comprenait pas, on nous en foutait. Donc j'étais pas
grave. Souvent, ils nous disputaient, mais ils nous demandaient des œufs, si on avait des œufs, parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils aimaient bien. C'est là que j'ai appris que les œufs, ça s'appelait egg en anglais, parce qu'avant, je ne savais pas. Il fallait faire un bilan et puis réellement penser à la chose. Vaut mieux éviter ces périodes-là qui étaient assez difficiles pour la nourriture, pour le danger, pour tout ce qu'il pouvait y avoir et tout ce qu'il en a découlé parce que toutes les maisons étaient cassées partout. Donc c'était un gros problème. On n'avait pratiquement pas d'habillement non plus. Hein, c'était vachement important, quoi. Alors donc quand on voit maintenant la situation avec tout, je veux dire, tout le gâchis qu'il y a, ça fait du mal quand même. Ce que je disais le jour aux écoliers de Sangor, on leur avait donné la liste de tout ce qu'on avait pendant la guerre, quoi. Et à la fin, il y en a un qui m'a regardé, il m'a dit « Mais monsieur, on est au paradis tout de suite ». Mais j'ai dit « Oui, mais profites-en, ça ne durera pas toujours, malheureusement ». Et par rapport à ce qu'on était, mais avant la guerre, on n'avait pas grand-chose, mais on n'était pas malheureux. Hein, on vivait qu'avec ce qu'il y avait. On n'avait pas tous les trucs modernes comme ça. Toutes les télés, tous les smartphones qui existent maintenant, là, on ne connaissait pas tout ça, heureusement, parce que... Mais c'est vrai qu'on n'était pas malheureux, on jouait bien facilement avec une boîte en carton, quoi, hein, avec ce qu'il y avait, quoi. Puis des jouets en bois, mais sans ça, on n'était pas malheureux. Alors donc... vaut mieux éviter de retomber dans des périodes comme ça. Donc, il faut éviter aussi de se mettre mal avec d'autres pays, quoi, quand même, parce que c'est là le problème. À propos de la vie qui reprend, elle reprend très vite. Les études ou la formation ont repris très vite. Moi, j'ai passé mon premier CAP en 1946, donc ça montre que finalement, le cursus n'avait pas été tellement interrompu. On fait preuve aussi de beaucoup d'imagination lorsque on est en difficulté matérielle. D'imagination, puis quelquefois aussi d'imprudence. Après la guerre, il y avait des motos que les Alliés avaient abandonnées. Et on pouvait aussi arriver à avoir un petit peu d'essence en allant la quémander, cette essence colorée rose là auprès des tankistes. Mais les motos, elles ne nous satisfaisaient pas parce qu'elles avaient beaucoup de puissance, mais elles ne roulaient pas vite. Alors, à la lime, on taillait des engrenages de façon à changer la vitesse de la moto. Alors, on avait des vaches, du lait, et puis des céréales, betteraves fourragères. On ne faisait encore pas de betteraves à sucre. On en a fait beaucoup plus tard. Hein. Alors, aussitôt qu'on a pu retravailler, puis comme mon père était tellement bricoleur, lui, il a réparé du matériel pour pouvoir retravailler. Et après, je ne sais plus en quelle année, il a été alloué un tracteur, en tant qu'il fallait payer. Et nos chevaux avaient été pris au débarquement, où c'est qu'on était réfugiés. Et quand on en a récupéré là-bas, et quand on est revenu, il a fallu les payer, c'est qu'on avait récupéré. Avant d'être dédommagés, ce qu'on avait perdu. Pendant l'occupation, à l'école, il n'y avait qu'une demi-journée d'école par jour, parce que c'était le matin ou l'après-midi les garçons, et inversement les filles. Voilà. Et bon, quand on est revenu, mes parents étaient dans le sens public, ils avaient monté leur ferme en 1932, je crois. Et bon, c'est beaucoup de paysans qui l'avaient aidé. Et quand on est revenu, donc il n'y avait plus de ferme, on logeait à la petite école. Je ne sais pas si vous vous souvenez où c'était, où il y avait Barbeau, au fond. Il y avait une petite école, on logeait là. Et puis, moi, à 13 ans, mon père me dit, il
faut quitter l'école, il faut travailler. Alors, qui a bien aidé mes parents, c'est qu'il y avait M. Vautier, qui était une grosse ferme, qui avait dit à mon père, ben voilà, je te mets 700 moutons, tu les nourris, tu les loges, tu les gardes, et on fait un contrat de 3 ans. Lorsque les mères auraient les petits, c'était moitié-moitié. La laine, c'était pour mes parents. Et puis au bout de 3 ans, ben, mon père a eu son troupeau à lui, et moi j'ai gardé les moutons pendant 3 ans. Et après, bon ben, excusez-moi, j'en ai eu marre et je suis parti. Je me suis engagé. Mais les cafés ont marché jusqu'à qu'on évacue Yves, hein. Il y avait 4 cafés, il y en avait un rue du Pain de Tournière, un rue de l'Église, celui actuellement, le bureau de tabac actuel, un autre qui se trouvait entre les deux au fond d'une petite cour, tu sais, chez Frémy. Hein, chez Frémy, c'était un café. Oui. Alors il y avait 4 cafés à Yves à cette époque-là, mais il y en a eu plus avant. Il y en avait au moins 2 bien avant la guerre, hein, des cafés à Yves. Je crois qu'on avait retrouvé 6, je crois. Oui, on avait retrouvé ça dans. Oui, c'est ça. Oui. Il y a une carte postale ici, à côté de chez Seigneurie. Oui. Il y avait un café encore. Oui, il y avait un café. Moi, je ne l'ai pas connu. Je ne me rappelle pas. Comme l'église était complètement détruite, dans la ferme Saint-Bernard, dans l'actuelle mairie actuelle, au premier étage, ils avaient fait. L'église se trouvait là. Et ça devait servir aussi quand il y a dû y avoir des balles là-dedans qui ont été faits dans cette pièce-là. Et ça a duré un bon bout de temps parce que l'église a été reconstruite. L'église était complètement détruite. Ils avaient bouché le chœur avec un mur en briques jusqu'en haut. Hein, et c'était toute petite. Et quand c'était bouché, l'église s'est retrouvée là-bas.